What is up, family? We have another Patreon request. We got ils ont volé 17 000 euros en faisant n'importe quoi. Is this the thieves that stole the paintings Louvre? C'était dans la Louvre, je crois. Something like, is that what this is about? Comment allez-vous? Petite vidéo histoire. Oh, it's Squeezy. My man Squeezy. Oh, okay. I love it when he tells a story. All right, let's go. Comment allez-vous? Petite vidéo histoire, ça fait un moment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un braquage. Mais pas n'importe lequel. Aujourd'hui, on va parler du braquage le plus foireux, peut-être de l'histoire de l'humanité. Quand je vous dis braquage, vous pensez à un truc genre Casa des Papel. Il y a un mec, c'est le cerveau, il pense à tout. Chaque mec a une spécialité. Il y en a un, il est trop fort pour pirater les systèmes de surveillance, nanani. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse, les gars. C'est des gens avec leur bite et leur couteau, ils y sont allés. Alors en vrai, ils partaient pas si... Vous êtes au bon endroit. Messieurs, dames, le leader de cette équipe de Giga Loser, c'est David Gant. On l'applaudit. Franchement, il le mérite. C'est de lui que tout va partir. Mais avant de parler du moment du braquage, je vais vous parler un peu de son enfance pour mieux comprendre le personnage. David est né à la fin des années 60 et il a l'enfance la plus normale du monde. À l'école, il est ni trop bon ni trop nul, il touche un peu à tout, il aime les BD, bref, c'est normal man et tout va pour le mieux. Ensuite, il passe une tête à l'armée et puis il se dit que c'est quand même beaucoup plus tranquille la vie dans le civil. Alors hop, il enchaîne les petits boulots jusqu'à tomber sur celui d'agent de sécurité chez Loomis and Fargo. C'est simple, c'est l'une des plus grosses... Ah, c'est pas en français, ok. Oh, so never mind, c'est pas, ok. Something else then. Boîte de transport de fonds aux États-Unis. Vous savez, c'est les gros camions blindés qui roulent remplis de cash là, que vous voulez braquer dans GTA même. Par contre, à l'époque, ça ressemble à ça. De loin, perso, j'ai plus l'impression que c'est un truc du cirque Pinder, mais c'est peut-être une stratégie pour éviter de se faire braquer. En tout cas, je vous le dis, c'est pas du tout un métier passion pour David. Lui, il fait ça pour remplir son frigo et surtout, il se verrait bien papa. Eh oui, messieurs, ça parle pas mal de projets d'enfants avec sa femme, donc il veut mettre de côté à fond. Du coup, toute sa vie tourne autour du travail, au point où il passe plus de 80 heures par semaine à bosser. L'ambiance à la maison, forcément, elle est pas ouf, puisqu'il est jamais à la maison, mais par contre, niveau taf, ça porte ses fruits. Il obtient rapidement une belle promotion et il devient superviseur d'un des centres sécurisés à Charlotte, en Caroline du Nord. Ce centre, c'est là où sont stockés tous les billets de la région. C'est donc une big responsabilité pour David, qui va donc passer encore plus de temps qu'avant au travail pour gérer au mieux. Le mec bosse tellement que ses collègues sont choqués parce qu'il passe pas la moindre minute à essayer de socialiser avec eux. David, c'est un véritable robot qui est là que pour charbonner. En revanche, il y a juste une exception à cette règle. Messieurs, dames, faites du bruit pour le deuxième personnage de cette histoire, Kelly Campbell. Alors elle, c'est une collègue de David, et lui qui d'habitude parle à personne, avec elle, il y a un petit truc. Il y a peut-être un peu d'amour dans l'air. Du moins, d'un côté. Celui de David. Salut Kelly. Mon David. Hi-ha-ho-ho, ça rigole, ça se dragouille, et parmi le top 10 des blagues qui se font, il y a celle de dire que ce serait hilarant de braquer le coffre. Braquer le coffre. Et surtout, ce serait tellement simple maintenant que David est superviseur. Il a littéralement toutes les clés du coffre, il suffirait juste de l'ouvrir, de prendre les billets et hop, à faire régler. Mais pour le moment, c'est une blague. On s'amuse, c'est énorme, c'est énorme. Et là... I would do it. I mean, what could possibly go wrong and who would catch you? I mean, you're just taking money out of a safe from a bank that's probably never counted. There's no cameras. I mean, and seriously, I would, yeah, I mean, yeah, sure. I mean, he's not going to get caught. Fin du fun, car Kelly change de job. Elle en a ras le cul de ce métier, donc évidemment ça l'attriste un peu de quitter David, mais bon, sa vie perso a plus d'importance que son taf. En revanche, David de son côté, ça lui brise le cœur. Surtout qu'en ce moment ça va pas des masses, puisque son couple commence à battre de l'aile depuis que ce nouveau métier lui prend tout. Et pour rien arranger, il est pas si bien payé que ça, c'est-à-dire il a beau charbonner, niveau salaire, ça suit pas quoi, c'est pas dingue. Alors Kelly et David restent malgré tout en contact, mais ça a pas la même saveur qu'avant. Arrêtez avec ça, ça me fout la gerbe. Par contre, il y a un truc qui reste constant dans leur relation, c'est cette fameuse blague sur le braquage. Jusqu'au jour où c'est plus une blague. Pour la première fois depuis des années, Kelly arrête de rigoler. Elle propose sérieusement à David de vider le coffre, de fuir avec elle et qu'ils recommencent tous les deux leur vie à zéro. Elle lui avoue ses sentiments, elle lui explique qu'elle est prête à quitter son mari pour lui. Bref, ça lui de jouer maintenant. Du coup, le bon vieux David, deux choix s'offrent à lui. Soit il continue comme ça dans un quotidien qu'il déteste, soit il devient richissime et il part avec cette nouvelle femme qu'il aime secrètement depuis des mois. Évidemment, la seconde option l'excite bien plus et il a même pas le temps de réfléchir que Kelly l'embrasse sur le champ. Waouh. I think she's playing him. I think she's playing him. But I think she's playing him. C'était jamais arrivé avant. On dirait le début d'une espèce de comédie romantique. Et c'est peut-être le cas.
Allez hop, ni une ni deux, David accepte de se lancer, mais à condition de quitter le pays le jour même avec des faux papiers. Alors l'idée, elle est pas de lui, elle est d'un roman policier qui lit dès qu'il a un peu de temps libre. D'ailleurs, grâce à ce roman, il connaît tout le fonctionnement de la justice, de la police et des enquêteurs. Il sait très bien que s'ils volent cet argent, ils vont devoir s'éclipser pendant quelques temps, en attendant que l'enquête piétine et finisse dans un tiroir poussiéreux. Ensuite, Kelly pourrait le rejoindre et c'est parti pour la vie d'Aloca, baby. Alors attention, David est clair, la condition c'est qu'il ne faut rien dépenser pendant quelques années pour passer sous les radars et ensuite tu peux kiffer. Mais le mot-clé c'est patience. En réalité, vu la position de David, le braquage, donc voler l'argent, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus dur là. C'est la suite qui sera plus compliquée. D'autant que David, il a très bien en tête un autre braquage qui a eu lieu à peine quelques mois avant dans sa propre entreprise. Il y a un gars de l'entreprise qui avait réussi à piocher dans le coffre et à dérober des millions, mais il s'est fait choper à la frontière mexicaine comme un amateur. Amateur. Tu l'as pas lu le bouquin policier, toi, hein, gamin? J'exagère pas vraiment comme un amateur. En gros, il y a un douanier qui lui a posé quelques questions de contrôle classique, quoi. Et il a bégayé en répétant qu'il allait juste voir un ami à lui. Voilà. Notamment quand on lui demandait juste son prénom, quoi. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais voir des amis. Très bien. Et quel est votre nom? Je vais voir des amis. Allez, c'est le monote. Oui, mérité, oui. Et ça, là, c'est le cauchemar de David. Se faire choper, ok, mais passer pour un gros con devant tout le pays, c'est non. David prévoit donc un braquage discret et intelligent. Non. En revanche, il lui manque juste des faux papiers et ça tombe bien parce que Kelly connaît un gars. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Steve Chambers, le troisième personnage de cette histoire. Donc lui, c'est juste un pote du lycée de Kelly qui a juste pour réputation de traîner avec la mafia. Voilà, caractéristique comme une autre finalement. Alors il accepte de les aider en échange de pouvoir participer aux casses. Et oui, il veut sa part, il est pas con. Et aussi de ramener quelques complices à lui à bord pour maximiser leurs chances de réussir. Marché conclu, quelques jours plus tard, David reçoit un passeport flambant neuf au nom de Mac McKinney. Ce qui sera donc sa toute nouvelle identité. Alors déjà, il est sur le cul parce que le faux passeport qu'il vient de recevoir est vraiment bien fait. Et s'il est vraiment bien fait, il y a une raison, c'est parce que c'est un vrai passeport. Le Steve là, c'est absolument pas un faussaire de légende, c'est absolument pas un mec qui traîne avec la mafia. Mais par contre, c'est un mec qui a des potes complètement cons au point de lui vendre leur vrai passeport. David qui pense donc avoir un faux passeport incroyable entre les mains, en réalité, il a juste le vrai passeport d'un des potes trous de balle de Steve. Sauf qu'il en sait rien. Vous me les surveillez, ceux-là. Attendez, pause, parce que moi, ce que je surveille, c'est mon hydratation. Et grâce à Aerob, j'arrive à la maintenir à un niveau optimal. Hop là, vous l'avez pas vu venir, celle-ci. Oh non, 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 non. Aerob est le partenaire No. de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une gourde qui donne la sauce à boire de l'eau arôme de soda. Et bref, si vous galérez à dire, on peut passer Soda's very good for you, by the way. It's very good for you. normal, puis à se servir dans le coffre quand ses collègues Oh, I'm sorry. Voilà. pendant un mois. Merci Aerob pour la sponsor et maintenant que David est hydraté, on peut passer à la suite de l'histoire. Jour J. On est le jour du casse. On est le 4 octobre 1997 et David part au travail comme d'habitude. Il a juste à faire une journée de travail normale, puis à se servir dans le coffre quand ses collègues rentreront chez eux ce soir. Il n'y a rien de difficile, il a déjà les clés du coffre, il sait où tout est stocké et il sait même comment retirer les cassettes des caméras de surveillance. Sauf qu'en arrivant sur place, il découvre que sa direction vient de lui refourguer un stagiaire. Un putain de stagiaire. Un gars absolument pas prévu au casting mais qui doit être formé en tant que superviseur. Ce stagiaire, il va donc lui coller au cul toute la journée à scruter ses moindres mouvements dans le moindre détail. Le timing est excellent. Donc là, on se dit tous la même chose que David, c'est-à-dire, bon bah c'est pas aujourd'hui qu'il faut faire le braquage, on va attendre un autre jour. Mais malheureusement, c'est impossible. C'est impossible parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des rares fois où David peut assurer seul la fermeture. Et c'est aussi l'une des rares fois où le coffre est plein à craquer. Donc c'est impossible de faire marche arrière maintenant. Mais David, il a un plan. Il les connaît, ces stagiaires. Donc juste avant la fermeture, il lui propose de rentrer un peu plus tôt chez lui, en mode petit cadeau du boss. Sauf que le gars est justement ici pour apprendre à gérer une fermeture. Comment verrouiller le coffre, comment foutre l'alarme, il veut tout savoir. C'est le stagiaire le plus investi des US là. Côté David, petite panique, qui fait semblant de fermer le coffre et d'activer le système d'alarme, mais heureusement pour lui, le stagiaire n'y voit que du feu. Le stagiaire rentre chez lui et David se retrouve donc seul dans le bâtiment, seul face à un coffre qui déborde de billets. Il est 18h et David part discrètement chercher un van de l'entreprise. Il le garde dans l'aire de chargement et le braquage commence officiellement. Alors je suis désolé mais vous attendez pas à de l'action hollywoodienne. Il n'y a pas de gadget super technologique, pas de prise d'otage, pas de fusillade, que dalle. Là c'est juste David qui met sa clé dans une serrure et qui charge des sacs dans le van. Alors là vous dites sûrement mais que font ses complices? Et j'ai la réponse, ils se font un... Oui, un bowling avec des frics, puisqu'en gros, ils attendent un appel de David pour aller récupérer l'argent dans le van, une fois que le van, évidemment, est loin du coffre. Une répartition des tâches pas très équitable, mais écoutez, ça a l'air de convenir à tout le monde. Très bien. La seule difficulté dans cette histoire, finalement, c'est juste le poids des sacs. Il y a plus de 17 millions de dollars en cash dans le coffre, et tout ça, ça pèse une tonne. Je veux dire, ça pèse littéralement une tonne. Il y a plus de 1000 kilos de billets à transvaser dans le van de kidnappeur, là. Oui, je sais, je suis d'accord avec vous, ça aurait été plus utile d'avoir plusieurs bras sur place, mais les gars sont trop occupés à claquer des strikes. Did he empty the safe? Are you crazy? You just, where you, well, I'm just going to keep listening because I don't know where you're going with that kind of, like he said, weight. Gotta be like Breaking Bad. You gotta now put it in barrels and go out to the desert and bury the barrels. And then come back like in 2 years and get your money. Okay.
qu'est-ce que je vous dis? Tout seul, il va mettre donc plus d'1 heure à tout charger dans le van. Alors je suis désolé, mais pour un gars qui est expert en technique du FBI grâce à un roman policier là, passer 1 heure à braquer un coffre, ça m'a l'air un peu long là, David, non? Et ben ça, c'est aussi ce que vont se dire ses complices sur la piste de bowling, qui vont tout simplement commencer à paniquer. Alors ils ont une manière de paniquer un peu drôle, puisqu'ils vont pas aller l'aider, se rendre sur place et tout, pas du tout. Il y a juste Kelly qui va lui envoyer un message codé. 1, 4, 3. C'est un code secret qui veut dire I love you. 1 parce que I c'est une lettre, 4 parce que love c'est 4 lettres, 3 parce que c'est de la merde. En tout cas pour Kelly, c'est une façon d'encourager David et de lui rappeler pourquoi il fait tout ça. Pour vivre une vie d'amour et de billets bien frais. Mais lui là, il est sur place et il en chie de fou, il a pas le temps de répondre. Parce qu'après avoir chargé 1 tonne de billets tout seul, il doit maintenant passer à la suite du plan. Déjà il retire les bandes des caméras et ensuite il programme la fermeture du coffre de manière à ce qu'il soit verrouillé pendant 3 jours et personne ne pourra rien y faire à part lui puisqu'il a les clés. Il pense aussi à programmer l'alarme pour sonner en début de matinée, histoire de brouiller les pistes et de faire croire qu'il s'est peut-être fait prendre en otage, voire kidnapper si jamais ça tourne au vinaigre. Sauf que dans la précipitation, il fait ça n'importe comment et il active par erreur l'alarme silencieuse, reliée directement au Are you commissariat. serious? Ça veut dire que là, d'ici quelques minutes, il y aura sûrement un mec dans un haut-parleur qui va lui demander de penser à sa femme et de se rendre bien gentiment. Mais ça, il en sait rien. Il a activé l'alarme silencieuse sans même s'en rendre compte. Il en sait tellement rien qu'il prend même le temps de faire une petite danse de victoire au milieu de l'entrepôt sous l'œil des caméras. Et c'est pas grave, puisqu'il a retiré les cassettes qui enregistrent. Ou pas. En tout cas, David, il en sait rien et pour lui, c'est enfin l'heure de se casser de là, direction la liberté. Il sort le van sur le parking, s'approche de la grille principale et elle est bloquée. Et pour le coup, c'est pas à cause de l'alarme silencieuse ou quoi. Elle est bloquée juste parce qu'il a pas de chance. Donc là, il a le temps de se dire que sa vie est peut-être foutue à cause d'une grille qui bug et qui veut pas s'ouvrir. Mais heureusement, il se rappelle qu'il y a un accès de l'autre côté. Mais par contre, il faut déplacer plusieurs vannes pour y arriver. Cette manip, évidemment, elle prend un temps fou alors que le temps presse plus que jamais. Il déplace tous les vannes, il arrive enfin à atteindre cette deuxième grille et devinez quoi? Elle est bloquée. Cette fois parce qu'elle est rouillée, parce qu'absolument personne l'utilise depuis plusieurs années, d'où le fait qu'il y avait tout un tas de vannes garées devant d'ailleurs. Attention, miracle, un de ses complices perd sa partie de bowling par forfait mais finit enfin par ramener son cul sur place pour aider David. Il réussit à décoincer la grille de l'extérieur et ça y est, David peut enfin se barrer, suivi de très près par la voiture de ses associés. Ils se rendent sur un parking abandonné à la lisière de la forêt pour reprendre leurs esprits, mais surtout pour décharger la marchandise, les millions de dollars, pour la mettre dans un autre véhicule plus discret. De leur côté, les flics, prévenus par l'alarme silencieuse, arrivent enfin au coffre, mais sur place ils voient rien d'anormal. Tous les accès ont l'air fermés, le coffre est bien verrouillé. Allez hop, retour au lit. Au moins ce qui est bien, c'est qu'il y a l'air d'avoir des bras cassés dans les deux camps, genre c'est équilibré le match-up. Côté criminel, sur parking abandonné, il y a deux groupes qui se forment. Ceux qui récupèrent toute la thune et qui la chargent dans un autre véhicule, et nos deux amoureux, nos deux tourtereaux, qui foncent en direction de l'aéroport le plus proche pour que David prenne un vol direct direction le Mexique. Il file donc les clés du van à des gars dont il avait jamais vu le visage avant, dont il connaît même pas le nom, et hasta luego direction Mexico. Alors je sais pas s'il est extrêmement naïf ou juste complètement con, mais ça a pas l'air de le choquer de laisser derrière lui 17 millions de dollars. Il embarque juste 20 000 dollars avec lui histoire de transporter ça discrètement à la douane. David Wow, he really is a moron. Holy shit, you can't be this dumb. se barre, sauf que ses complices risquent pas non plus d'avoir le moindre billet puisqu'ils n'arrivent pas à ouvrir le van. Pourquoi? Eh ben parce que David leur a filé les clés du van, à savoir un trousseau sur lequel se trouvent 125 putains de clés. Le trousseau, il y a 125 clés. Sur lequel se trouvent notamment toutes les clés de tous les vans qui étaient garés devant la deuxième sortie et qui donc sont des clés qui rentrent parfaitement dans la serrure du van. Donc il y a info et espoir à chaque clé. Mais il n'y en a qu'une seule qui pourra tourner, c'est une épreuve de Fort Boyard. Rassurez-vous, 20 minutes plus tard, ils arrivent enfin à ouvrir le van et à charger le cash dans leur voiture. Sauf qu'il y a beaucoup plus de cash que prévu, je vous parlais de 1000 kilos, donc ils décident de laisser derrière eux toutes les coupures de 1 et 5 dollars. Ce qui représente pas non plus une somme 3 millions de dollars. 3 millions sur un parking abandonné. Et c'est pas la seule chose qu'ils vont laisser dans ce van sur ce parking abandonné ce jour-là, puisqu'ils vont aussi oublier de prendre sur le siège avant de la voiture l'alliance de David, le pistolet de service de David, et, mais là, attention, là, accrochez-vous bien, les cassettes des caméras de surveillance. Oh my goodness. Allez. Seriously? Vraiment? Félicitations à tous pour le braquage le plus naze de l'histoire, affaire prochainement classée. De leur côté, David et Kelly arrivent près de l'aéroport. Ils sont hyper stressés, mais ils sont heureux. Nos deux amoureux ensemble, si près du but. Mais With 20,000 instead of 17 million. nouvelle épreuve, faut que David puisse transporter le cash sur lui sans attirer les soupçons de la douane. Alors ils s'arrêtent dans une friperie encore ouverte où ils achètent des collants et des bottes de cow-boy. C'est-à-dire les accessoires les moins discrets possibles quoi dans une friperie. En revanche, c'est vrai, c'est fonctionnel, ça permet à David de bien coller les billets contre son corps. Bref, il s'approche enfin du terminal et là il remarque quelque chose d'atypique, c'est que aucun avion ne décolle et aucun avion n'atterrit non plus. L'aéroport est fermé. Personne n'a eu l'idée de vérifier si l'aéroport était ouvert. Et le seul aéroport international qui... Yeah, but since when is an airport closed? What? Unless there's massive weather conditions, like 3 feet, 2 feet of snow, why would the airport be closed?
lui permettrait d'aller au Mexique à cette heure-là, il est à 300 km à Atlanta. Sauf que Kelly, là, elle a un peu la flemme de le conduire jusque là-bas en pleine nuit. Donc elle décide plutôt de le déposer à une station de bus. Le début de la romance, il est désastreux. Le début de la cavale tourne donc immédiatement au vinaigre, puisqu'on a un espèce de faux cow-boy qui a 20 000 balles en cash sur lui scotché au pec et qui s'enfuit en bus. Alors rassurez-vous, après un trajet qui a duré des plombes, il arrive enfin à l'aéroport qui cette fois est ouvert et il achète directement un billet en cash direction le Mexique. Là, tout l'enjeu évidemment, c'est d'avoir l'air le plus normal et décontracté possible. Alors il est déguisé en cow-boy certes, mais bon là-bas c'est pas non plus ultra atypique et surtout personne ne sait encore que le coffre a été braqué. Mais David il stresse à fond. À tout moment il se fait arrêter et c'est game over. Surtout que ça fait quelques minutes qu'il a remarqué que quelqu'un le fixe. Une dame assise à quelques mètres de lui et qui finit par se lever et à se rapprocher avant de lui lâcher un majestueux « Ah mais je vous reconnais !» Là David il se dit qu'il est mort, c'est fini. C'était un super braquage mais la prison c'est pas mal aussi finalement. Fausse alerte, la dame le confond en réalité avec un joueur de tennis allemand. Voilà c'est tout, David respire un coup, il se remet de cet arrêt cardiaque surprise et il file à l'embarquement. Et en réalité personne va le calculer, même pas les douaniers qui se doutent de rien et il atterrit tranquillement à Cancun au Mexique quelques heures plus tard. Alors il y a quand même quelqu'un qui le calcule, le David, sa femme. Tout simplement. Oui, vous savez, la femme qu'il a lâchement abandonnée derrière lui pour braquer une banque et refaire sa vie avec Kelly, son amourette du bureau. Et elle est en panique puisqu'il est pas rentré à la maison. Elle est morte d'inquiétude, elle appelle en urgence la police de Charlotte pour lui signaler la disparition de son mari, mais ils lui disent qu'ils peuvent rien faire puisqu'il habite dans le comté de Cleveland. Donc elle appelle les mecs du comté de Cleveland qui lui disent qu'ils peuvent rien faire puisqu'il a disparu dans le comté de Charlotte. Et c'est pas chez eux ça. Bon bah en tout cas top, hein, les équipes. Je vous ai dit, les équipes c'est équilibré. C'est ça que j'adore. Alors le lendemain matin ça bouge enfin. Pourquoi? Parce qu'il y a les premiers employés de Loomis qui arrivent sur place et le coffre refuse de s'ouvrir. Donc ils appellent leur superviseur, qui appelle la police, qui appelle le FBI, qui appelle un bulldozer. Le coffre est tellement bien verrouillé qu'il n'y a rien à faire, faut tout déglinguer. Et quand ils accèdent enfin à son contenu, c'est la cata, il n'y a pas $1 restant sur les 17 millions qui étaient stockés là. Au point où l'un des enquêteurs sur place lâchera un légendaire. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'il n'y a rien de remarquable. Les mecs, vous êtes des vrais policiers là, pas un perso de Mr V, s'il vous plaît. Il y a une voiture garée là-bas, là, sur un parking abandonné, pas loin. Bougez votre cul, putain, merde. Bon, en réalité, il n'y a pas zéro preuve. Je vous tiens un peu au suspense, mais il y a deux gros indices. Premièrement, David est le seul employé qui manque à l'appel aujourd'hui, ce qui est un poil suspect. Et deuxièmement, les enquêteurs finissent par checker les caméras et visiblement, David n'était pas au courant qu'il y avait une autre cassette qui est enregistrée, cachée dans une armoire. Et voilà. Allez hop, affaire pliée, ils tiennent leur coupable. Par contre, il y a une autre difficulté qui va foutre un vrai bordel et jouer en faveur de David, qui a un peu de chance pour une fois, c'est que les billets qui étaient dans ce coffre sont pas du tout marqués. Ça veut dire que leur numéro de série a pas été enregistré puisque c'était du cash en circulation. Donc même si quelqu'un les dépense, la police pourra pas savoir qu'ils viennent de ce braquage. Et ça, bah ça complique un peu tout. Donc finalement, l'enquête c'est pas free win, ça s'annonce plutôt galère pour retrouver non seulement les complices et aussi l'argent. Et c'est sans compter sur le fait que David il est déjà bien loin des US et qu'il est passé en mode vida loca. Ah non, lui il compte pas se taper une cavale en mode galère. D'ailleurs, il profite d'être bien arrivé pour appeler Kelly d'une cabine téléphonique et lui dire que tout va bien. Il lui répète qu'il l'aime et qu'il a vraiment hâte qu'elle le rejoigne une fois que la situation se sera un peu calmée. Et à partir de là, bah pour lui, l'objectif c'est kiffer un max. Au repas, ce sera du homard. Pour les loisirs, on est sur du jet ski, de la plongée sous-marine, du cheval, du parapente. I thought he wasn't supposed to spend money for like 2 years. Quelques visites touristiques sur les pyramides mayas pour se cultiver, un petit coup de transat en fin de journée pour une sieste réparante. Oui, l'homme le plus recherché du FBI est juste en train de bronzer à Cancun. Pendant qu'au même moment aux États-Unis, sa photo commence à circuler un peu partout et que les médias s'emparent de l'affaire. Tout le monde est sur le coup pour le retrouver, mais pas de panique pour David qui, dès qu'il voit sa tête à la télé, se programme un petit relooking à base de piercing aux oreilles, teinture brune et un maximum d'autobronzant. Le mode braco incognito est activé et en plus il a une couverture en béton qu'il a dû mettre beaucoup de temps à préparer, puisque quand on lui demande ce qu'il fait dans le coin, il répond tout simplement que c'est un trafiquant de drogue. Il justifie donc son illégalité avec un autre truc illégal. C'est un génie, il marche au bluff, posez pas de questions. Côté FBI, pour le retrouver, les agents se focalisent en priorité sur son entourage, donc sa famille, ses amis, ses anciens collègues. Et le seul truc un peu marquant qui ressort sur sa vie, c'est cette rumeur qui disait qu'il sortait en secret au boulot avec Kelly. Alors les FBI vont toquer chez elle, sauf qu'elle est catégorique, ils ne se parlent quasiment plus depuis qu'elle a quitté son ancien job. Et non, ils ne sont jamais sortis ensemble. Et mis à part elle, bah les enquêteurs, ils ont aucune trace d'autres complices éventuels. L'enquête se met donc à piétiner et ça plaît pas du tout à Loomis et Fargo, qui je rappelle veulent remettre la main sur les 17 millions de dollars qui se sont fait voler. Alors ils font ce que redoute le FBI, ils proposent une récompense de 500 000 $ à quiconque aurait des infos sur ce braquage. Pourquoi le FBI redoute ça? Et ben parce qu'ils savent pertinemment qu'à partir de là, ils vont recevoir des milliers et des milliers d'appels. Le voisin a une nouvelle voiture, salopard, d'où tu sors cette thune toi? Tu es certainement David, le très célèbre braqueur. J'appelle le FBI. Tout le monde balance tout le monde en continu par pure jalousie. Et les lignes du FBI sont donc submergées par des milliers d'appels pendant que les vrais criminels, eux, bah profitent de la confusion. D'ailleurs, nos criminels, où ils en sont?
Pas celui qui est à Cancun là et qui se la kiffe, mais les autres, sur le parking, les trous du cul là. Ils sont en train de séparer l'argent et de le planquer puisqu'ils doivent rester sous les radars et rien dépenser. Steve rappelle à tout le monde qu'ici on joue long terme, donc pas d'achat stupide avant au moins plusieurs années. La seule priorité du moment, c'est de trouver assez de planques pour sécuriser tout ce cash. Alors ils montent plusieurs équipes, ils recrutent des nouveaux complices, et c'est parti pour cacher ça dans des cartons de garde-meubles, dans des faux plafonds, dans des matelas. Et dans la foulée, Steve avoue également à sa femme Michelle ce qu'il est en train de faire. Eux qui galéraient depuis des années, désormais ils sont riches. I think I would open up a digital wallet, and I would buy $17 million worth of Bitcoin, because I think that's a lot harder to figure out where and what and how to get it than obviously cash, right? Right? I think you should buy some coin, buy some crypto. Just buy crypto. Find crypto that's like on the other side of the planet and buy it. It's your best bet, because I don't know what else you're going to do with $17 million in cash, especially if you have the idea that you can't spend it because they don't know that the serial numbers aren't accounted for. They don't know that. So they're like, oh, we can't spend, but they could spend. Wow, this is a complete disaster. But I have to admit, he got a lot further than I thought, but he really doesn't have money. He doesn't have any money. The actual guy spending the money. $20,000, that's what he's spending. Michelle comprend qu'il faut pas faire de vagues, donc elle l'aide à planquer un maximum d'espèces dans leur mobil-home. Bon, en tout cas, c'est cool de voir que tout le monde suit le plan à la lettre. Un peu de professionnalisme, quand même. David est caché au Mexique, Kelly dit rien au FBI. En revanche, que fait la femme de Steve à la banque avec une mallette remplie de cash? Oui, Michelle a l'idée lumineuse de filer voir son conseiller bancaire avec une mallette remplie d'espèces. Elle lui demande de la façon la plus détendue qui soit combien est-ce qu'elle peut déposer au maximum sans avoir à signer de déclaration. Alors l'employé il comprend pas trop le projet, il lui explique que généralement c'est $10 000 max et qu'au-dessus de ça, il faut commencer à remplir des déclarations et envoyer des formulaires d'activité suspectes. C'est la loi qui est écrite comme ça et c'est pour justifier la provenance des fonds. Pas de problème pour Michelle, elle sort $9 500, on est sous les 10 000. Allez, parfait. Et quand même, pour détendre l'atmosphère et éloigner tout soupçon, elle lâche un petit c'est pas l'argent de la drogue. Vous inquiétez pas. L'employé encaisse sans rien dire, mais bien évidemment, il remplit illico presto un formulaire de signalement parce qu'il a jamais vu une scène aussi lunaire de sa vie. Bon, Michel a un peu ruiné le plan, mais ça reste que $9 500. Ça veut pas dire qu'ils vont se faire griller pour autant, c'est une petite erreur, ça arrive. Enfin ça, c'est si Steve ne s'y mettait pas non plus. Ça fait une semaine à peine qu'ils ont vidé le coffre et Steve est déjà en train d'éplucher des villas de luxe dans des magazines. Et d'ailleurs, il tombe sur son coup de cœur, une belle maison sur les hauteurs de la ville, à $600 000 et qui propose de payer cash au promoteur, histoire de bien attirer les soupçons. Attendez une seconde, devinez où se trouve cette magnifique maison ? Bingo, à quelques minutes du coffre qu'ils viennent de braquer. Alors il l'achète et pour justifier ce changement de vie drastique. Ben voilà, en faisant n'importe quoi. The title's perfect. Auprès de leurs proches, ils disent juste qu'ils ont gagné au casino. Alors c'est un gros coup de chance au casino quand même, puisqu'il permet visiblement de justifier l'achat de la maison, mais aussi d'une Cadillac flambant neuve, d'une BMW, d'une Harley Davidson, de peinture, douteuse qui plus est, et même d'un magnifique portrait d'Elvis peint sur de la soie. Et clou du spectacle, ils partent en vacances en famille à New York, des vacances chiffrées à $400 000. Donc le switch de vie là en seulement une semaine, il est What the fuck? What vacation is $400,000 going to New York? Quand même légendaire, hein, puisqu'on passe d'un mobil-home mal nettoyé à New York. On est clairement sur de la belle trou de ballerie, il n'y a plus aucune discrétion qui tient. Sa femme, elle en a plus rien à foutre, elle cherche même plus à cacher quoi que ce soit, elle se pointe à la banque avec des grands $150 000 en espèces, ce qui mène à toujours plus de jolis formulaires de dépôt suspects. Alors on pourrait croire que c'est eux le maillon faible de la chaîne de tous les complices. Mais non, ils sont pas les seuls à faire n'importe quoi. Vous vous souvenez dans les bras cassés qu'avait ramené Steve, il y a d'autres gens, et il y a d'ailleurs un certain Eric qui s'est empressé d'acheter un nouveau pick-up et une nouvelle moto alors qu'il déclarait aucun revenu depuis maintenant plus de 2 ans. Et d'ailleurs il en profite aussi pour offrir une augmentation mammaire à sa mère et à ses 2 sœurs. Ça c'est du grand frère, prenez exemple. En revanche, vous savez qui profite absolument pas de la thune du braquage ? David, il a déjà claqué les $20 000 qu'il avait là au Mexique, et lui par contre il a pas le cheat code argent infini puisque ses complices lui envoient que dalle. Donc il appelle Kelly en boucle et il lui demande de lui envoyer de l'argent, sauf qu'il se doute pas qu'en fait ses complices sont en train de tout dépenser. Et c'est well, no shit. Coup de fil à répétition de David, ça énerve Steve. Il prend visiblement un peu trop goût à ce nouveau train de vie, donc il se dit qu'il lui suffirait juste de ghoster David. Après tout, il va faire quoi ? Les balancer au FBI ? Oui. Bienvenue donc dans un nouvel arc, il faut tuer David pour obtenir sa part. Et pour ça, Steve va convaincre ce mec, un ami à lui, de jouer les tueurs à gages en échange de $50 000 sans lui expliquer exactement qui est sa cible. Alors notre volontaire du jour là, c'est Mike McKinney.
McKinney? Oui, vous l'avez. C'est le même gars qui avait vendu son passeport à David, qui d'ailleurs est en train de l'utiliser en ce moment même à Cancun. Ça n'a aucun sens, et pourtant c'est ce qui se passe. Le plan est le suivant. Il doit emporter avec lui à Cancun du cash qu'il devra donner sur place à David. Comme ça, il croit qu'on vient enfin le payer, alors que c'est juste une excuse pour l'approcher et le flinguer. David et McKinney se donnent donc rendez-vous dans un bar de Cancun, sauf qu'ils se loupent. Voilà, ils savent pas à quoi l'autre ressemble, et c'est pile à ce moment-là que Steve aux US décide de pas répondre au téléphone. Donc Mike se barre du bar et fait le choix tout à fait rationnel de dépenser toute la thune qu'il devait donner à David. Il se bourre la gueule, il part faire du jet ski et il assiste à des concours de bikini. Et puis il rentre aux US et il explique à Steve qu'il a tout tenté, mais alors tout tenté pour essayer de retrouver David. Steve le renvoie donc en mission le lendemain et il lui demande de toquer à la chambre 202 d'une résidence bien précise. Sauf que David, dans cette résidence, il loge dans la chambre 206. Voilà. La femme de la 202 donc ouvre la porte, Everything s'est raté by this much. se chie dessus. Mike s'excuse immédiatement, puis il toque à la bonne porte, la 206, et il donne à David les 8500 $ en cash avant de se barrer. Il devait pas le flinguer? Il explique à Steve que l'occasion n'était pas la bonne et il repart juste se bourrer la gueule sur la plage. Alors en réalité, McKinney, il a un plan. Il a rencontré un escroc local qui accepte de se charger de l'assassinat contre quelques centaines de dollars seulement. C'est donc tout bénef pour Mike qui lui refile le sale boulot tout en s'en mettant plein les poches. Sauf que ce gars-là, le tueur à gages, allez savoir pourquoi, il est fan absolu d'une équipe de football américaine, les Pittsburgh Steelers. I remember that Super Bowl, man. That was the craziest ending. Et devinez ce que porte David ce jour-là? Oui, leur maillot. Donc au lieu de le buter, le gars lui tape la discute et ils deviennent super potes. Et il finit même par lui avouer que s'il est là, à la base de la base, c'est pour le flinguer. Bon bah c'est sympa de pas l'avoir fait du coup, et pour le remercier, David lui rembourse la prime qu'il aurait dû toucher s'il l'avait vraiment fait. Sauf qu'à partir de là, David comprend une chose, il est en danger de mort. Il met donc les voiles direction Cozumel, une petite île près de la côte où il espère faire profil bas. On est donc au stade où David il est en cavale pour échapper à la police et à ses anciens complices qui veulent le tuer. C'est pas le scénario rêvé. Il s'enregistre donc sous un faux nom dans un hôtel où il y a pas de touristes, et à peine arrivé, il y a un gars qui se rapproche de lui et qui lui dit qu'il l'a reconnu. Alors il s'attend encore à ce qu'on lui parle d'un putain de tennisman allemand, mais non. Le gars lui dit qu'il ressemble vachement au gars qui a fait un braquage aux États-Unis il y a pas longtemps. David sort sa meilleure poker face et contient sa descente d'organes avant de prendre la fuite vers un autre motel de la région dans lequel cette fois il va carrément plus sortir de sa chambre. Adieu le soleil, adieu les cocktails, cette fois c'est chips et HBO en boucle sans plus jamais voir l'extérieur. Il appelle une fois de plus Kelly en urgence et l'implore de venir avec du cash pour pouvoir enfin s'enfuir avec elle. Malheureusement David, le frérot, il a pas capté que Kelly depuis le début elle est dans la combine avec les autres. Elle l'a jamais réellement aimé et tout ça c'était du pipeau pour l'inciter à braquer le coffre. Bon, vous Well, no, le pauvre. l'avez certainement vu venir, mais pas David en tout cas. Elle continue de jouer le jeu au téléphone et elle lui dit qu'elle viendra bientôt et que c'est qu'une question de temps. Je sais, que fout le FBI pendant ce temps? Ils sont pas au bowling. Non, ils ont un peu progressé parce que malgré les milliers d'appels de merde qu'ils reçoivent, il y a de plus en plus d'appels au sujet de Steve Chambers et de sa femme, soit les deux trous de balles qui dépensent à mort depuis quelques mois là. Apparemment, tout le monde parle d'eux et de leur nouveau train de vie. En plus de ça, les agents ils vont aussi réussir à lier Kelly à nos dépensiers de l'extrême, puisqu'elle a reçu un joli van flambant neuf de la part de Steve qui a utilisé un faux nom pour l'acheter. Sauf que, pas de chance pour lui, le FBI ils avaient déjà ce faux nom dans leur base de données depuis quelques années, puisqu'ils l'avaient déjà utilisé dans une autre histoire de fraude. Le Oh con. my Ils ont donc maintenant Oui, une le con, c'est vrai. preuve solide que Kelly est reliée à ces gens qui dépensent sans compter depuis des mois. Qu'en est-il de Michelle, qui essaie de déposer du cash à la banque là tout le temps? Eh ben elle a pas chômé les frérots, puisqu'en 5 mois, elle a déposé 44 fois moins de 10 000 $ parce qu'elle pensait être sous les radars. Donc quand l'FBI a enfin reçu les 44 formulaires d'activité suspecte d'un coup, bah ils ont envoyé quelqu'un sur place qui est tombé sur ça. Voilà, Michelle en route vers la banque pour déposer des thunes. Et clou du spectacle, en fouillant la poubelle dans laquelle l'employé jette machinalement l'élastique qui tient les liasses de billets, ils ont découvert que c'était un élastique estampillé Loomis and Fargo. Oh my God, they still had the bands on. Ils ont maintenant un dossier assez solide pour pouvoir demander à la Holy justice de shit. foutre tout le monde sous écoute. Et là, bah là, ça catapulte l'enquête dans une autre dimension. Là, vous vouliez des preuves, là, vous en aurez. Steve parle ouvertement au téléphone des tentatives d'assassinat sur David. Kelly continue d'envoyer des petits bisous et des je t'aime de grosses menteuses à David au téléphone. Et ils comprennent donc qu'il est actuellement en cavale à Cancun, au Mexique. Ni une ni deux, ça forme une grosse équipe à base de FBI qui fait un feat avec Interpol. Et une fois arrivé sur l'île, il est pas dur à repérer, puisque c'est le seul gringo qui bronze tranquille autour d'une piscine. Mais en vrai, cette arrestation, contre toute attente, David, ça va plutôt le rendre heureux. En fait, ça fait quelques temps qu'il He did. He looked happy in the car. est stressé à mort, il est complètement parano puisqu'il sait que Steve veut tenter de l'assassiner. Et là, bah, il est entre les mains du FBI, il s'est fait péter, certes, mais au moins il est en sécurité. Le lendemain, au petit matin, une colonne du FBI défonce la porte de la villa de Steve et ils embarquent le couple au commissariat. Et c'est le même topo pour tous les autres complices connectés au casse, y compris Kelly. Ça y est, c'est game over pour toute l'équipe. Alors Ouais. comment se passent ces interrogatoires? Bah, Kelly, elle essaie de pipoter les policiers, elle essaie de mentir, de s'accrocher comme elle peut. Steve, par contre, de son côté, dans une autre salle d'interrogatoire, il balance tout le monde. Il avoue l'intégralité du casse, du plan, l'identité de tous les complices. En fait, Fucking rat. il sait qu'il pourra négocier sa peine à la baisse en faisant ça, donc il grille tous ses potes. David, lui, il est extradé aux US, pareil, il est interrogé, et devinez la première question que le FBI va lui poser. Où est l'argent? Quel était le rôle de tes complices? Non, ça on s'en fout.
Il y a une question beaucoup plus importante là. As-tu couché avec Kelly ou pas alors? Comment ça a fini cette histoire là entre vous? C'est le premier truc qu'il lui demande les gars. Vraie histoire. C'est vraiment le pays de la télé-réalité bordel. Ils veulent pas des aveux, ils veulent du gossip. Ils veulent pas le magot, ils veulent du ragot. Pas mal. Côté média, toute cette histoire sort dans la presse et ça devient rapidement la une dans tout le pays. C'est l'affaire parfaite tant elle est ridicule, les journalistes se régalent. Le roi des titres, c'est celui-là. Ils découvrent qu'ils peuvent tout acheter, sauf un cerveau. Buy anything but brains. Waouh. Bref, c'est la fin de la cavale pour David et la fin du rêve pour tous ses complices. En plus, bonne nouvelle, la police de son côté finit par retrouver la plupart de l'argent soit en cash, soit en biens à saisir. C'est-à-dire les maisons, les voitures, les œuvres d'art moches là comme ça. Tout part aux enchères et c'est un succès de malade au point où il y a plus de 5000 personnes qui se présentent aux enchères pour essayer de racheter leurs affaires personnelles. Il y a même des petits certificats d'authenticité qui sont délivrés pour prouver que c'est un objet qui vient bel et bien de cette affaire. Ils ont fait prendre en valeur des trucs juste parce que c'est eux qui les ont achetés. Les US dans toute leur splendeur. Au tribunal, pas de suspense, tout le monde reconnaît ses torts et notre ami David est condamné à 7 ans de prison ferme. Et en plus de ça, il devra rembourser pendant le restant de ses jours l'agréable somme de 3,8 millions de dollars. Oui, même s'il a touché qu'une infime partie du butin, parce que je vous rappelle qu'il est parti qu'avec 20 000 dollars. Alors malgré tout, c'est Steve qui prend la plus grosse peine puisqu'il prend 11 ans ferme, étant donné que c'était le cerveau de l'équipe, même si je suis pas sûr qu'il en avait un en vrai. Et tous les autres complices, dont Kelly et Michel, prennent également du ferme pour leur participation à tout ça. Comme quoi David, depuis le début, il avait vu juste, le plus dur c'était pas du tout de voler l'argent, mais c'était de gérer la suite et de réussir à être un peu discret. Alors David a purgé sa peine et en sortant de prison, des années plus tard, il a avoué ne rien regretter. Il assume complètement avoir fait une énorme connerie, mais depuis il s'est complètement rangé. Il bosse maintenant dans le bâtiment et aussi depuis ça, c'est devenu une petite star, puisque l'affaire a vraiment été très couverte médiatiquement parlant aux États-Unis. Hollywood a évidemment adoré cette histoire, ils en ont fait un film, Masterminds, qu'il faut que je regarde, j'ai même pas vu putain. Et David a même bossé sur le film en tant que consultant sur le set, et ce gratuitement, étant donné qu'il doit 3,8 millions à la justice américaine, donc tous ses revenus sont saisis. En tout cas, depuis, il vit heureux avec sa femme, il a 2 enfants, et oui, je sais que vous vous posez la question, il s'agit bel et bien de la même femme qu'à I was gonna say, c'est pas la même femme. l'époque, qui lui a tout pardonné. Finalement, Wow. lui qui rêvait de changer de vie, peut-être bien qu'il a réussi. Alors il y a peut-être pas besoin de faire un braquage pour en arriver là, il fallait juste peut-être changer de job. Mais il a fait tout ça sans flouer ou blesser qui que ce soit, et surtout à la base il avait juste fait ça par amour. C'est la fin de l'histoire, j'espère qu'elle vous a plu, je l'adore parce qu'il y a un niveau de conneries incroyable et en fait il n'y a pas trop de blessés, de vie gâchée et tout, enfin ils ont juste, ils sont auto-niqués leur vie, tous ceux qui ont contribué à ce casse, du moins un bout de leur vie, mais voilà, je trouve que ça finit pas trop mal, il n'y a pas trop de dégâts, c'est Non, pas du tout. complètement con, je me suis régalé, j'espère que vous aussi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao. Wow, wow, wow. Eh ben oui. You know, some people they have this dream, you know, they have a dream that I'm just gonna steal shit and I'll figure it out. I've seen a lot of, you know, FBI and CIA movies, CSI also, you know, I've seen all that. So, you know, I know how to get around and get away with shit that, you know, a normal person would not think of. You know, I'm smarter than that. But in reality, you don't know at all what you are doing at all. And the reality is you just want something, you want to change in your boring life. You want to go out and wouldn't you like to just be like Bill Gates for just a week, just 1 week? Just be like Elon Musk for a week, you know, not be like him, but just have his bank account just for a week. Just to have some fun, just to say, hey, you know what, fuck, how much is that Lamborghini? 1.8 million? That's it? Yeah, let me get 3 of them. You know, just have fun for a week. That's it. Live in a mansion, just live in your indoor swimming pool with the movie theater. You know, just have some fun. And then after that, you have to go back to reality, you know? But at least you can say, I know what it was like. People like this, they don't have nothing. And people get up, I mean, working 80 hours a week. Do you know how fucking crazy that is? And he's probably making maybe $30,000. What is this, some bullshit security guard? That you gotta love that part. We pay the least amount of money for like the people to guard the most amount of money. So do you really think they give a shit at the end of the day if somebody comes with a gun and says, hey, open that safe? Is my life worth what you're paying, what they're paying me? Of course not. Go ahead, open the safe. Here, I'll open it for you. Take it, go, please. Have a good time. No one gives a shit. But anyway, this guy wanted to just go out, spend the money, have fun,
enjoy what he didn't have in his real life. He was hoping he could probably find some, you know, une bonne moule. You know what I'm saying? Instead of his wife, who probably, you know, every week, non, je suis fatigué, non, peut-être la semaine prochaine, non. Oh, ma tête fait mal, peut-être à la prochaine. Okay? You know, you get tired of that shit. So maybe it's just like, you know what? I'll break into a bank, take the money, I'll get some new vagina, and then I'll just go out and live my life like Elon Musk, you know? But it's all, at the end of the day, you're just a poor guy with a shit job and a very small brain. And there's no way in hell you're getting away with it. I'm shocked how long it took. I was waiting for him to be caught in 3 days. In 3 days. And everybody knows you go to Mexico. That's where everybody goes. You know how many criminals go to Mexico and they get caught there anyway? Shit, I would go to like, I don't know. You gotta go to like, I don't know. I'd be like, can I come to North Korea? Will you allow me in your country? I just want to live in your country. I love North Korea. Love it. I just want to be here for a couple, you know, just live my life here for maybe 6-8 months. I'll pay taxes. I mean, because that's probably the only country that if the FBI called and said, hey, we have a fugitive that came to North Korea, we need to go there and grab him. North Korea would be like, I dare you to come here and grab him. Because if you come here, we'll grab you. And then your ass will be in prison for 58 years. Over there, you know, it's like, oh, you smoked a joint? 50 years in prison. Let's go right now. 50 years. So you got to go somewhere that despises the country that you're stealing from. And then you go there. Not Mexico. Don't go to Mexico. You got to go far away to a country that despises. I mean, like, yeah, North Korea, Russia. You could have went to Russia. Russia's not going to give nobody up. North Korea's not giving nobody up. So you had a much better chance going way further. Way further. Yeah, I would go to France because I'd be like, hey, mais mec, oui, c'est moi, mec. Shh. Arrête. I will buy you the best foie gras and the best vin, you know, and we're just going to eat like kings. Psh, me dis rien à personne. Okay? It's D from America. Shh. I got 18 million. We're going to live life beautifully right here in the south of France. Oh, hell yeah, I'm going to the south of France. That's where I'm going. And then I just got to give the money there. Shh. Don't say shit, all right? Et oui, je suis français. Shh. Arrête. Ne dis rien à personne. Okay? And then maybe I get away with it. Maybe. But Mexico? No. Mexico. Ça jamais marche. Ça ne marche jamais when you go to Mexico. I haven't seen it work yet. I wish I could hear a story, though, of somebody who stole shitloads of money and got away with it and never got caught ever again. Nobody knows what happened. The money was never recovered. And they're just living life somewhere just to know that the system was beat and the banks got screwed. Because, you know, the biggest thieves in the planet is the banks. You do know that, right? They are the biggest thieves. C'est les banques. No, seriously. No bullshit. Way worse than this guy. The bank is way worse than this guy. But anyway, yeah, it is what it is. He got caught. We all knew it. And interesting story. And yes, he does look like Boris Becker. That shit's funny. He does look like Boris Becker. But another great story by the king of storytelling. Him. Great review. Filled up. Really good speakers when it comes to telling a story. Really good. Anyway, voila. The guy who stole 17 million and he did pretty well. But he did too much stupid shit. Take care. Peace out. À la prochaine. Un préférant au péton, les fleurs et les bourgeons.